sommes très très heureux de vous accueillir dans ce lieu absolument mythique, emblème de la France et de Paris. Nous sommes néanmoins encore dans l'obligation, comme vous le constatez, de respecter quelques consignes sanitaires. C'est pourquoi, contrairement à ce que nous avions prévu, nous avons inversé en fait la collation parce que nous avons dû procéder à la collation de manière assise. Bon, mais je pense que tout le monde a réussi à prendre sa galette. J'espère que parmi vous, il y a eu des heureux gagnants. N'avalez pas la fève, il y a une surprise pour vous après, en fin de journée, sauf si vous vous éclipsez. Donc je vous rassure, hein, on va avoir un temps d'échange et un partage d'informations pendant 1h30 maximum, puisque l'objectif de ce lieu, c'est véritablement de pouvoir partager, échanger et d'être dans la convivialité. Et merci de conserver vos masques pendant nos échanges. Dès maintenant, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour cette journée, les équipes de la Tour Eiffel, avec Florence, Frédéric, Audrey, qui vous a servi avec toute son équipe. Et merci aux équipes d'Esprit de Service France, de BPCE, Agnès, Jean-Yves, Frédéric, Véronique, Marie-Amélie, Jessica, Anne-Laure. Et d'avance, merci à tous nos intervenants. Alors, pour commencer, en introduction, je souhaiterais vous présenter vous représenter une fidèle parmi les fidèles de notre association, Madame Florence Désert. Florence Désert est directrice de l'exploitation et de l'expérience visiteur de la société d'exploitation de la Tour Eiffel 7, c'est comme ça qu'on dit ? La SETE, ouais. SETE, pardon. Ou la 7. Ou la 7. Florence, nous nous sommes connus quand nous avons fondé ensemble Esprit de Service France avec La Poste et bien d'autres. Et tu étais alors chez Air France. Et nous avons toujours le plaisir de compter parmi nous Air France. Thierry est là, merci d'être là. Et où tu étais directrice de la culture client. Aujourd'hui, pourrais-tu nous dire si, comme tu l'avais si bien exposé lors de notre 10e convention Faites du Caire, un enjeu de cœur, enchantez vos collaborateurs et vos clients, quel est ton rôle en tant que directrice d'exploitation et de l'expérience visiteur à la Tour Eiffel? Et merci de nous retracer un minimum l'histoire de la Tour. Alors un minimum en, je sais pas combien en 3 minutes, c'est ça? Non. Bon, d'accord. Alors là, oui, parce que moi, quand je commence, tu me connais. Bonjour à tous, bienvenue à la Tour Eiffel. Vous êtes à 58 mètres de hauteur, là. J'espère que vous le sentez. Hein. Vous n'avez pas les oreilles bouchées, pas encore, mais voilà. Donc moi, je suis effectivement directrice de l'exploitation et de l'expérience visiteur de la Tour Eiffel depuis 2 ans. Le job, en fait, consiste à animer l'ensemble des équipes, de l'accueil, point information, caissier, la petite maintenance, parce qu'on a aussi de la grosse maintenance pour les ascenseurs, qui sont des prototypes d'ailleurs, et puis aussi les agents d'entretien sanitaire, etc. Donc vraiment l'exploitation au quotidien. Et puis également d'essayer de travailler sur l'hospitalité. Il ne vous a pas échappé qu'on a presque une forme de logo, hein. On est un logo presque à nous tout seuls, planté à Paris. On est le symbole de la France. Et donc, ça nous oblige à bien des égards. Et l'idée, c'est effectivement, surtout dans la perspective des Jeux Olympiques, de représenter le service, alors je ne sais pas si on peut dire à la française, mais en tout cas un esprit de service qui soit effectivement à la hauteur de ce que l'on voudrait, c'est-à-dire de la gentillesse, de la considération, d'aider les gens dans un environnement, vous l'avez vu, en fait c'est une tour qui est plus technique que ce que l'on croit. C'est-à-dire que ce n'est pas comme l'Empire State qui est de la même taille en bas et en haut. Il ne vous a pas échappé que c'est une pyramide. Les jauges sont différentes. On peut accueillir 5000 personnes sur le parvis. On peut en accueillir 2000 au premier, 1000... je fais quelque chose d'assez rapide, mais 1000 au second et puis 400 au dernier étage. Donc, vous comprenez que si tout le monde, en même temps, veut monter, on a un petit souci. Donc, tout ça, on est obligé de l'organiser, si vous voulez. Hein. C'est comme ça ressemble beaucoup à un aéroport, en fin de compte, en termes de logistique. C'est beaucoup plus logistique que ce que l'on croit. Et a fortiori en ce moment où on a énormément
énormément de travaux en cours et évidemment, il faut qu'on soit prêt pour 2024 avec notamment, alors là juste les travaux à côté, c'est la brasserie qui sera tenue qui sera opérée par Thierry Marx à partir du mois d'avril. Donc on en voit le bout, on est content parce que ça vous donnera aussi l'occasion de venir, pas simplement visiter la tour, mais de pouvoir déjeuner ou dîner ou prendre un pot à n'importe quelle heure de la journée à 58 mètres de hauteur. Donc c'est quand même, ça sera notre prochain rendez-vous, bien sûr. Vous avez bien sûr le Jules Verne qui, lui, a réouvert il y a pas très longtemps et qui est tenu par Frédéric Anton, et qui est à 120 mètres au 2e étage. Et puis, donc cette brasserie, bon, bien sûr, qui est accessible à davantage de budget que le Jules Verne, bien sûr, va beaucoup nous aider à rendre un peu une expérience aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, on visite, on peut prendre un sandwich, on peut s'asseoir, croquer un burger ou aussi boire le champagne au dernier étage, mais bon, on n'a pas vraiment, comment dirais-je, je pense que vous tous qui êtes peut-être en majorité français ou qui habitez l'Île-de-France, la Tour Eiffel, vous la connaissez par cœur, mais vous dites, bon, j'irai, bien sûr que je vais y aller ou y retourner peut-être, mais j'irai demain. Et à force d'y aller demain, vous n'y allez jamais. C'est ça aussi le sujet. Donc le Covid, ce qui nous a appris, c'est qu'effectivement, les clients, les 80% de nos clients habituels qui sont étrangers ne sont pas venus, pour la faire courte, et que ceux qui restaient, c'était beaucoup des Français. Et cette idée de penser à la Tour Eiffel pour venir voilà, s'amuser ou profiter des lieux, ça nous a fait dire qu'à un Français, peut-être, il faut lui proposer plus encore que la visite d'un monument. Je suis australien, je viens à Paris, je viens voir la Tour Eiffel, point barre et je rentre. Là, pour vous, l'idée, ça serait que vous puissiez revenir plus souvent et puis voilà, profiter de ces lieux qui sont absolument magiques. Je voudrais terminer, je ne sais pas si je termine, j'en suis où, c'est comme vous voulez, pour donner quelques dates et quelques chiffres, parce que c'est assez impressionnant, la tour en chiffres. On va commencer par les chiffres avant les dates. C'est à peu près... ces 18 000 poutrelles que vous voyez là, qui sont assemblées avec 2,5 millions de rivets. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est aussi 2 fois et demi le tour de la Terre, hein, ce que font par an nos ascenseurs, hein, 103 000 km à chaque fois. La peinture, c'est plus de 60 tonnes de peinture. Je vous ai parlé des travaux, effectivement, pardon, je pars dans tous les sens, mais après la brasserie, il y a aussi les travaux de peinture. Nous sommes dans la 20e campagne de peinture. Jusqu'à présent, c'était à peu près tous les 7 ans. On a retrouvé d'ailleurs la couche de peinture de 1907, qui était celle que Gustave Eiffel voulait définitive, et c'est celle-ci qu'on reprend actuellement. Donc là, actuellement, on a repeint la flèche haute, on est sur la flèche basse, et voilà, petit à petit, on va y arriver. Je pense qu'on terminera autour de 2023, donc vous voyez, c'est quand même long, c'est des tonnes et des tonnes de peinture, mais avant de peindre, il faut gratter, enfin, ça suppose d'énormes, comment dirais-je, une organisation d'exploitation assez pointue. Et derrière vous, au pilier nord, le pilier nord est fermé déjà depuis 2018, l'ascenseur nord est en complète réfection et il sera terminé fin 2022-2023. Donc vous voyez, c'est long, hein, quand vous avez des prototypes comme ça, vous ne pouvez pas dire à Otis, allez viens, tu vas me changer l'ascenseur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe ici, sauf pour les ascenseurs effectivement qui vont du 2e au sommet, qui eux sont des ascenseurs classiques, des ascenseurs type Otis justement. Mais là, ceux-là, ils sont très techniques, très particuliers, et il n'y en a aucun pareil au monde. Donc c'est pour ça que ça prend du temps. Donc on n'a pas l'ascenseur nord. Ce qui veut dire quoi ? C'est quand on est en très haute saison, par exemple, et qu'on a entre 25 et 35 000 clients par jour, c'est énorme. Eh bien, si jamais un des 2 ascenseurs qui nous restent est en panne, c'est extrêmement difficile parce qu'autrefois, avec 3 ascenseurs, vous pouvez prendre le 3e en réserve. On avait toujours un ascenseur en réserve. Donc la grosse difficulté qu'on a, alors évidemment le Covid nous a entre guillemets aidé, c'est-à-dire ça a été beaucoup moins problématique pour les visiteurs, mais le dernier Noël que j'ai connu, qui était un vrai Noël classique d'avant Covid, celui de 2019, il y avait beaucoup de monde, on a été autour de 25 000 personnes par jour, et si jamais on a une panne, eh ben, ça devient problématique, et c'est là où nos équipes doivent déplacer les gens d'un pilier à un autre. Vous voyez, ça peut paraître archaïque, mais il faut organiser ça le moins mal possible, ou plutôt le mieux possible. Et pour ça, nos équipes,
Il y en a beaucoup qui viennent du monde entier, parlent toutes les langues. Voilà, donc elles ont vraiment cette culture de l'accueil des étrangers. Voilà. Alors voilà, il faut qu'on avance un petit peu, même qu'on garde le sourire, le sens de l'accueil, malgré tous ces travaux dont je viens de vous parler. Pour terminer sur le monument, il a été terminé en 795 jours, donc c'est incroyable quand on y pense. Quand je vois le temps qu'on met pour changer l'ascenseur, alors les normes sont différentes aujourd'hui. Je pense que Gustave n'avait pas certains organismes derrière lui tous les 4 matins, mais néanmoins, en 795 jours, il a réussi à monter une tour comme celle-ci, qui est absolument superbe et incroyable. Donc le 31 mars, il a terminé et la tour a été inaugurée. Donc la pose du drapeau a été faite le 31 mars 1889 et en mai, je crois, on a inauguré et tout de suite, on a eu 2 millions de visiteurs. Vous vous rendez compte? Donc le mass market d'emblée. Je veux dire, incroyable ce Gustave. Et ce que je voudrais dire, c'est que, et pour faire le lien avec l'Esprit de Service France, cet homme-là, finalement, c'est pas forcément lui qui a eu l'idée au départ. Il y avait un avant-projet. C'était ces 2 acolytes, Nougui et Coquelin, qui avaient déjà l'idée d'un pylône. Vous savez, c'était une époque où il y avait la course justement à faire des monuments les plus hauts possibles, la course vers la tour de 1000 pieds. Qui allait être capable de faire une tour de 1000 pieds? C'est les Français qui l'ont réussi grâce à l'équipe de Gustave Eiffel. Mais à l'origine, c'est pas forcément Gustave Eiffel qui avait lancé ce projet, mais en fait, il a réussi à faire en sorte que ce soit possible et réalisé. Et très souvent, on dit la France n'a pas de pétrole, mais elle a des idées. C'est ce qu'on disait dans les années 70. La France a toujours eu beaucoup d'idées, je trouve. On est des grands brasseurs d'idées. Après, c'est le faire, être capable de faire. Et souvent, à l'Esprit de Service, l'Esprit de Service France, on dit passer être un think tank, oui, mais aussi un do tank. Le faire, c'est fondamental. Et puis les Français, ils aiment mieux les idées que le faire. Ce n'est pas des super pragmatiques toujours. Gustave Eiffel, c'est le contre-exemple. C'est en fait lui qui a réussi à faire en sorte que ça puisse se faire. Et à la fois en marketing, comme chef de projet, comme capacité à accompagner les équipes. Sur le plan managérial, je pense qu'il aurait tout à nous apprendre. Et en communication aussi, puisqu'il a emmené, alors que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais cette tour avait beaucoup de détracteurs. Eh bien, il a réussi à convaincre via la presse. Je crois il y avait à cet étage-là un petit atelier je crois du Figaro, je ne sais plus quel journal de l'époque, qui suivait en fait l'évolution des travaux. Et c'était une façon aussi d'emmener le monde, le peuple français, à accompagner, à accepter cette horreur, comme je ne sais plus comment disait, enfin Guy de Maupassant, il disait là où je crois que c'est lui qui disait que là où Toulouse-Lautrec, je ne sais plus lequel, le mieux c'est d'être sur la Tour Eiffel parce qu'au moins on ne la voit pas. Mais vous voyez, les choses ont bien changé et je pense que de Gustave Eiffel, on peut se dire, on avait là un exemple d'audace et de capacité à faire, à réaliser, et surtout à la faire durer dans le temps, parce qu'elle devait être démontée. Mais là, je vais parler pendant des heures, et c'est pas le sujet. Donc, je vous souhaite la bienvenue, et puis on peut se dire tous ensemble, merci à Gustave Eiffel, quand même, parce qu'il nous apporte beaucoup, je pense. Oui, merci beaucoup. Voilà. Merci Florence. Bienvenue à tous. Alors moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je vois la Tour Eiffel. Je suis une Parisienne convaincue par la Tour Eiffel et je ne viens pas seulement à la Tour Eiffel pour sortir le tonton de Montauban ou l'oncle de province. Je viens aussi pour avoir ce plaisir de revoir cette magnifique dame tout en acier. Et je la fais partager depuis très très longtemps à mes filleuls qui me sont très proches, qui en général ont droit à l'année de leurs 10 ans à une petite visite au Jules Verne et puis à mon fils. Voilà, c'est le symbole, symbole très fort. Donc merci de nous faire partager ce lieu mythique.
Alors aujourd'hui, voilà, c'est un grand moment pour nous. Grâce à Maryse et à sa ténacité, voilà, on a reporté de quelques semaines, de quelques jours, mais on est là. On est là avec vous, avec un moment convivial, avec la galette et puis quelques petites boissons chaudes et fraîches. Et surtout, on est là ensemble et on pourra échanger à l'issue de notre événement. Au programme, très rapidement, eh bien, moi, je vais vous présenter une petite rétrospective de ce qu'on a pu faire ces dernières années. Et puis surtout, aujourd'hui, c'est le lancement avec les DCF. Et on a une représentante, Élise Ortiz, aujourd'hui des DCF. Des directeurs commerciaux de France, c'est le lancement d'une nouvelle analyse, étude autour d'une relation commerciale renouvelée. Donc voilà, c'est vraiment le cœur de notre présentation aujourd'hui. Et puis on vous réserve quelques petites surprises et on parlera du sport, puisque vous savez combien on est attaché au sport chez Esprit de Service France. Alors, Denis Massiglia s'excuse, il ne pourra pas être avec nous. Il est à Tokyo. Parce que lui, il n'a pas le Covid. JO oblige. Mais on a Emmanuel Piaget de Live Event qui sera présent et qui représentera le monde du sport. Voilà. Et puis on terminera par Frédéric Salman qui va nous rejoindre. Il habite pas très loin, je crois que c'est un de tes voisins, Florence. Tu as une vue directe sur son salon. Et il nous rejoindra pour conclure avec Maryse ce beau programme. Alors, Esprit de Service France, très vite, mais je pense que Florence, tu l'as parfaitement illustré, tu es une de nos meilleures ambassadrices. Voilà, c'est quoi Esprit de Service France ? C'est un do tank, c'est un do think, effectivement. Et puis c'est aussi un modèle excellence de service. C'est aussi un label qu'on a avec l'AFNOR. C'est aussi un endroit où on va échanger sur nos transformations, où on va échanger nos expériences. C'est voilà, un espace, un forum où on va pouvoir bien échanger tous ensemble sur nos expériences et sur nos bonnes pratiques. Et ça, c'est très précieux au quotidien. C'est aussi là qu'on valorise l'expérience client et collaborateur à la française. Et puis, c'est un endroit où on va fédérer, réfléchir, agir. On a beaucoup de réflexions dans notre lab. On a réfléchi l'année dernière sur tout ce qui était autour de nouveaux modèles de management. On réfléchit beaucoup aussi sur tous nos nouveaux sujets sur l'expérience client et collaborateur. Et puis là, donc 2022, sans trop déflorer le sujet, donc une grosse réflexion sur la relation commerciale qui a été un peu bousculée ces dernières semaines, derniers mois. Donc, quoi vous dire d'autre ? On a des partenariats. On a souhaité en mettre 3-4 en avant. Tout d'abord, un partenariat et des MOOC. Alors, un MOOC qui a 2-3 ans maintenant sur l'accueil, réussir l'accueil. Florence nous a expliqué combien c'était important l'accueil. Et c'est un mot qui nous parle aussi à nous tous. Donc, réussir l'accueil en France. Et donc, vous pouvez aller le voir, le faire pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait. On a aussi un partenariat avec François Casal sur la stratégie data. Et là, vous avez un accès privilégié, si vous le souhaitez, pour vous et vos entreprises, pour avoir des MOOC sur tout comprendre sur le data. Et puis, aussi, avec l'ADEME, l'ADEME nous a donné l'opportunité de mettre, et c'est accès librement, un accès libre, de nous mettre un MOOC sur comprendre la crise écologique pour réinventer l'entreprise. Donc là aussi, je vous invite à aller le faire. Ça dure 4 heures. C'est comme notre MOOC réussir l'accueil. C'est sanctionné à la fin par un diplôme, par un certificat, et c'est très enrichissant.
Et puis, on a aussi un partenariat avec Education First. Soline est dans la salle, je l'ai vu tout à l'heure, on a échangé. Rebonjour Soline. Et donc, voilà, la possibilité aussi d'aller vous évaluer en anglais, parce que vous soyez à la Tour Eiffel ou ailleurs, c'est important de maîtriser son anglais. Et vous avez la possibilité de vous évaluer, de savoir à quel niveau vous en êtes. Voilà, alors j'ai assez parlé. Chez Esprit de Service France, on aime bien l'innovation, un peu comme Gustave Eiffel ou Jules Verne. Et là, on va vous faire une petite rétrospective, un petit film, avant de passer au plat copieux de la relation commerciale. C'est parti, Maryse.